Alors, je vais peut-être déjà tout simplement commencer par vous expliquer comment j'en suis venu à écrire ce livre, puisque si on lit ma bibliographie plus académique, je suis de fait un historien qui travaille sur un objet lointain dans le temps et dans l'espace. Je travaille sur l'Asie du Sud-Est, le monde malais, l'Indonésie, Singapour, du XVIe au XIXe siècle. Donc on pourrait dire que le lien est assez ténu avec ce dont il va être question aujourd'hui. Et pourtant, donc ça fait maintenant presque 30 ans que je travaille sur l'Indonésie, et pourtant l'idée ou la nécessité de ce livre m'est venue à l'occasion de l'un de mes séjours de recherche en Indonésie, sur l'un des terrains sur lesquels je travaille depuis maintenant une dizaine d'années, à savoir la côte nord de l'île de Bornéo. Et il se trouve que cette côte nord de l'île de Bornéo, qui au XIXe siècle était décrite comme une sorte de paradis de végétation tropicale, un lieu en tout point semblable à ce que l'on imaginait avoir été la nature originelle, eh bien aujourd'hui, cette côte nord de Bornéo, c'est l'un des, malheureusement, des avant-postes du capitalisme extractif le plus débridé. De la jungle, il ne reste plus que quelques lambeaux. Les lagons sont contaminés par une quantité impressionnante de déchets industriels. Et c'est vraiment un paysage ravagé, dévasté, auquel on a affaire lorsque, aujourd'hui, on s'y rend. Je m'y rendais pour des recherches historiques, dans des archives locales. Et ces recherches portent sur la colonisation britannique au XIXe siècle. Et à l'époque qui m'intéresse, eh bien, il n'y avait pas encore ces villes de béton, ces immenses bateaux-usines de pêche chinois ravageant les mers alentours. Et le paysage de cette histoire du XIXe siècle qui m'intéresse se passe au milieu de la jungle, au bord des lagons. Et je me suis rendu compte lors de ce séjour, d'une part, que cette nature d'autrefois avait été dévastée, mais également que je peinais à trouver les mots pour rendre compte, dans mon propre récit d'historien d'aujourd'hui, de ce qu'avait pu être le monde naturel à cette époque. Parce que, par exemple, il est très très difficile en fait de décrire par les mots la jungle. La jungle, vers sur vers, voilà. Et donc il faut tout un lexique particulier des textures, il faut tout un vocable des entrelacements pour commencer à faire sentir au lecteur ce que pouvait être en fait cette présence végétale à l'époque. Donc je n'avais pas les mots pour le dire. Bon, je suis assez doué pour décrire voilà, des mosquées anciennes, la façade des palais des sultans du monde malais. Donc j'ai beaucoup de mots à disposition dès qu'il s'agit de dire l'architecture ou le bâti urbain. Mais j'étais bien en peine de pouvoir décrire cette nature d'autrefois. Et dans le temps même où je faisais ce constat, eh bien, je lisais une description extraordinairement fouillée et juste de ce monde-là, de cette jungle tropicale de Bornéo au XIXe siècle, sous la plume d'un homme, Alfred Wallace, que vous connaissez peut-être, mais qui a longtemps été oublié dans l'histoire des sciences, puisque Alfred Wallace est le co-auteur avec Darwin de la théorie de l'évolution, notamment de la question des divergences évolutives. Et en fait, l'année même où Darwin expose pour la première fois ses thèses sur les divergences évolutives à la Société linnéenne de Londres, il le fait en présentant un exposé, un paper, en même temps qu'un exposé de Wallace. Et le dialogue entre les deux hommes pendant plusieurs décennies, jusqu'à la mort de Wallace, c'est ce qui fournira l'essentiel de la théorie de l'évolution telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais évidemment, c'est Darwin qui a emporté la mise de la notoriété avec la publication de l'origine des espèces, et le nom de Wallace a été un peu effacé. Wallace, comme Darwin, était un grand naturaliste voyageur des années 1850-1860. C'était un botaniste, c'était un entomologiste, donc un savant, qui se piquait de classification, de collecte des espèces, mais qui n'était pas du tout, comme aujourd'hui le plus souvent ils le sont, un savant en chambre. C'est-à-dire qu'à l'époque, les naturalistes se rendaient
sur les lieux où ils collectaient eux-mêmes des insectes, des plantes, et ils voyageaient énormément. Wallace a voyagé pendant plus d'une dizaine d'années dans l'archipel indonésien, et il en a tiré un livre qui est un récit de voyage et d'exploration naturaliste, qui s'appelle The Malay Archipelago, l'archipel malais, et qui contient des descriptions absolument éblouissantes de ce qu'était le monde naturel à l'époque en Indonésie. Et donc dans le temps même où j'avais sous les yeux les lambeaux d'un monde que par ailleurs je ne parvenais pas à décrire, eh bien je lisais ces pages de Wallace qui lui savait comment s'y prendre pour faire récit de ce monde naturel. Et j'en suis venu à me poser tout simplement la question de savoir à quel moment s'était perdu cet art de la description du monde naturel, à quel moment les lexiques de la description du monde naturel s'étaient à ce point appauvris que ce type de description naturaliste n'était plus possible, est devenu littéralement impossible. Et donc c'est à travers cette question-là, qu'est-ce qui fait qu'en 1850, on a les mots pour dire le monde naturel, et on a un projet de description tout à fait particulier du monde naturel, puisqu'on souhaite le saisir à la fois dans ses moindres détails, dans ses particularités, dans ses singularités, et dans ses lois et ses mouvements d'ensemble. C'est une description qui voulait être totale, au sens où elle souhaitait rendre compte à la fois des ensembles, des paysages et des lois qui gouvernent la manière dont les espèces composent entre elles pour dessiner des paysages, et entamer également, on pourrait dire, le portrait de chacun des êtres qui peuplent ces paysages. Donc dans une description de Wallace, comme dans celle d'autres naturalistes de l'époque dont je vais vous parler par la suite, eh bien, on a ce régime de description très particulier où on essaye de faire le portrait du tout sans oublier aucune des présences qui peuplent un lieu ou un paysage. Donc d'une certaine façon, je suis parti en quête des origines de ce, on pourrait dire, mode de description. Alors il sera question de mots et pas d'images, donc c'est un voyage par les mots que je vous propose. Les images que vous verrez sont purement illustratives ou didactiques, mais les vraies belles images sont par ailleurs sur les murs ici. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un moment très particulier dans l'histoire de la pensée européenne qui court peu ou prou des années 1780 aux années 1830, qui est un moment où ces naturalistes voyageurs, qui sont par ailleurs des savants versés dans toutes les disciplines des humanités et de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences naturelles, c'est-à-dire que ce sont des hommes comme Alexandre de Humboldt, qui sont tout à la fois géologues, botanistes, minéralogistes, qui se font historiens, ethnographes, qui se piquent de mesurer aussi bien la couleur du ciel que d'enregistrer les altitudes des lieux qu'ils visitent. Ce sont ce qu'on appelait des savants universels, au sens où, dans leur pratique même de la connaissance scientifique du monde, ils ne séparaient jamais les arts de la description, par le dessin ou par les mots, des arts de la mesure, de ce qui allait devenir donc, les sciences expérimentales contemporaines. Et bien, dans ce moment-là, des années 1780 aux années 1830, s'élabore ce projet dont je vais essayer de vous entretenir un peu. Alors, en commençant par quelques précurseurs, donc, qu'en général nous connaissons, mais pour d'autres aspects de leur œuvre. Alors, on connaît Rousseau comme naturaliste, on connaît Rousseau herborisant, mais Rousseau est également un pionnier de cette idée qui va devenir une espèce de quête obstinée pendant des décennies, d'une description du monde qui, voilà, tout à la fois nous informerait sur ces lois, sur les lois qui gouvernent les phénomènes, et en même temps nous permettrait de le décrire dans le détail, c'est-à-dire être par être. Et pour vous donner donc, dès à présent une idée de ce projet, que Humboldt par la suite appellera la folle idée d'une description tout à la fois totale et individualisante, eh bien, je voudrais vous citer un texte voilà, de Rousseau qui n'apparaît jamais. C'est la petite diapositive voilà, sur laquelle il faut, je crois, cliquer pour qu'elle apparaisse. Voilà. Donc, nous sommes en 1765 et
Rousseau, qui se croit persécuté, comme souvent au cours de sa vie, qui par ailleurs l'est réellement un peu, a décidé de fuir la France et a trouvé refuge en Suisse, sur une île, donc au milieu du lac de Bienne, sur l'île Saint-Pierre, une toute petite île. Il est parti un peu précipitamment, il n'a pas eu le temps d'emmener avec lui ses malles de livres, donc il n'a rien à lire, et Rousseau s'ennuie. Et quand Rousseau s'ennuie, il herborise et il décrit, et il projette, donc c'est ce que je vais vous lire maintenant, de décrire, je cite, « toutes les plantes de l'île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque gramène des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal qui ne fût amplement décrit. En conséquence de ce beau projet, tous les matins après le déjeuner, j'allais une loupe à la main et mon Systema Naturae, donc Linné sous le bras, visiter un canton de l'île que j'avais pour cet effet divisé en petits carrés dans l'intention de les parcourir l'un après l'autre en chaque saison. » Et le caractère tout à la fois magnifique et impossible du projet apparaît immédiatement, puisqu'il s'agit non seulement de décrire littéralement brin par brin une étendue herbeuse, une prairie, mais de le faire en chaque saison, c'est-à-dire chaque fois que change la composition, que croissent les plantes à des états différents de la germination puis la floraison. Donc c'est une entreprise impossible, puisque quand bien même on voudrait décrire en son entier un paysage, il change, et la tâche est littéralement infinie. Un autre précurseur de cet étrange projet descriptif, c'est Bernardin de Saint-Pierre, que vous connaissez peut-être aussi, qui est par ailleurs un très très grand naturaliste, qui a écrit des volumes entiers, notamment les études de la nature, qui sont des études de description du monde végétal aussi bien que des insectes. Bernardin était aussi passionné d'entomologie. On le connaît plutôt pour Paul et Virginie, enfin ces petites fantaisies de morale tropicale. Mais c'était un passionné de sciences naturelles, et dans l'un de ses ouvrages de botanique, Bernardin de Saint-Pierre énonce un projet qui s'apparente un peu à celui de Rousseau. Bernardin avait, sur le balcon de ses appartements parisiens, dans un pot, un plant de fraisier. Et Bernardin, un jour, se donne comme projet, comme tâche, de décrire le fraisier qui pousse donc, sur son balcon parisien. Un jour d'été, j'aperçus sur un fraisier qui était venu par hasard sur ma fenêtre de petites mouches si jolies que l'envie me prit de les décrire. Le lendemain, j'y en vis d'une autre sorte que je décrivis encore. Je dédaignais, comme suffisamment connu, toutes les tribus des autres insectes qui étaient attirés sur mon fraisier, tels que les limaçons qui se nichaient sous ses feuilles, les papillons qui voltigeaient autour, les scarabées qui en labouraient les racines, les pucerons qui en suçaient les tiges, les fourmis qui léchaient les pucerons. Si j'eusse écrit l'histoire de mon fraisier, il eût fallu en tenir compte. Les mouches devaient voir d'un coup d'œil dans mon fraisier une distribution et un ensemble de parties que je ne pouvais observer au microscope que séparées les unes des autres et successivement. Il aurait encore fallu étudier les rapports de ma plante avec le reste de la nature, avec le soleil qui la fait fleurir, les vents qui la ressèment et les ruisseaux dont elle fortifie les rives qu'elle embellit. Si on pense maintenant que toutes ces scènes de fraisier, variété, analogie, affinité ont dans chaque latitude des relations nécessaires avec une multitude d'animaux et que ces relations nous sont tout à fait inconnues, on verra que l'histoire du fraisier suffirait pour occuper tous les naturalistes du monde. Donc le naturaliste qui souhaiterait pousser dans l'extrême détail la description d'une plante, et en l'espèce d'un plant particulier de fraisier, au terme du régime de description que se proposent de faire Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, eh bien, d'une certaine façon, devrait mobiliser la connaissance de l'ensemble des lois naturelles, de l'ensemble des lois qui gouvernent les interactions entre les espèces,
Et pour cela, cette description, d'une certaine façon, est impossible. Et ce qui est intéressant dans ce projet, ce qui se trouvera énoncé le plus clairement par Alexandre de Humboldt quelques années plus tard, c'est que si cette description totale, vous voyez, il ne s'agit pas simplement de décrire une singularité, mais d'expliquer comment, dans son surgissement, cette singularité est tributaire de tout un ensemble de lois qui gouvernent la phénoménologie de la nature, les interactions entre les espèces, etc. Eh bien, si ce projet est impossible, la chose est claire pour ceux qui le proposent. C'est-à-dire que la description totale soit impossible ne la rend pas moins urgente et nécessaire, puisque c'est chemin faisant, dans l'effort que l'on concède pour accomplir cette description, eh bien que l'on trouve toujours plus sur ces phénomènes et les lois du monde naturel. Donc d'écriver, il en restera toujours quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre énoncent le cahier des charges de cette description naturaliste totale ou totalisante du monde, eh bien, il y a tout un courant de pensée, un peu oublié aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les perdants de l'histoire des sciences naturelles, c'est-à-dire ce sont les gens qui classaient complètement différemment de ceux qui vont énoncer nos principes modernes de classification du monde naturel. Donc évidemment, Linné et Buffon ont gagné, et c'est au terme du système classificatoire des biologies évolutives dont ils ont été les devanciers que nous pensons aujourd'hui, la manière dont on classe les êtres naturels. Mais à l'époque, dans les années 1800, il y a des gens qui ne classent absolument pas comme eux, qui classent d'une manière qui pourrait nous paraître aujourd'hui extrêmement étrange, et qui appartiennent à un courant qui est tout à la fois scientifique et théologique, qui s'appelle la théologie naturelle. Et l'expression la plus, on pourrait dire, pure de cette théologie naturelle, on la trouve en monde protestant, et plus particulièrement à l'époque, en monde anglican, dans les campagnes britanniques. Un certain nombre de grands naturalistes, les équivalents de Bernardin de Saint-Pierre, donc de l'autre côté de la Manche, eh bien, sont des naturalistes qui classent en utilisant des systèmes avec des critères tout à fait différents de ceux de nos classifications contemporaines. Alors il y a un exemple, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le révérend William Kirby, qui était par ailleurs un révérend extrêmement austère, donc imaginez vraiment le pasteur le plus austère qui soit. Donc il était reclus dans son presbytère dans le Suffolk, et Kirby détestait à peu près tout ce qui, de près ou de loin, pouvait être décrit comme moderne. Voilà, Kirby était conservateur socialement, politiquement, il détestait la démocratie, Cromwell c'était déjà beaucoup trop, les femmes se voyaient un peu trop dans les rues, enfin le siècle qui s'annonçait était une catastrophe pour William Kirby. Mais par ailleurs, comme Bernardin de Saint-Pierre, il a produit un certain nombre d'études de la nature, de descriptions, et il a essayé d'élaborer un système de classification des êtres, des êtres naturels. Et l'idée de Kirby, c'est que les lois de la nature se trouvent par définition dans les Saintes Écritures, donc dans les écrits bibliques, dans les paraboles, et que la clé de la description de la nature, eh bien, elle doit provenir d'une exégèse, d'une lecture, d'une compréhension de ces textes. Alors, pour résumer une démarche exégétique par ailleurs assez amusante, Kirby est convaincu que, de manière cryptée, on trouve dans les évangiles le chiffre 7 comme organisant la totalité du monde. Alors, ça va des 7 jours de la création jusqu'aux 7 vertus, etc. À partir du moment où le chiffre 7 est le chiffre de la création, tel que nous le livre, de manière cryptée évidemment, le texte des évangiles, eh bien, ça veut dire qu'il faut classer les êtres naturels, les végétaux, les animaux, les insectes, par groupe de 7. Et donc il invente la théorie des septénaires, en regroupant donc l'ensemble des êtres par catégorie de 7. Alors, il y en a d'autres à l'époque, comme Macley, qui sont aussi des praticiens de la théologie naturelle, qui classent aussi d'une manière particulière les choses, mais eux, ils pensent que le chiffre sacré, c'est 5.
Lui invente les quinaires, il va classer par groupe de 5. Et il y a d'autres systèmes aussi tout à fait étonnants à l'époque, comme celui de Svensson. Svensson, lui, alors ce n'est pas la question du chiffre biblique qui l'obsède, mais c'est l'idée qu'en fait, pour dire les choses très simplement, tout ce qui se ressemble s'assemble, et donc on doit classer les êtres naturels par affinité ou ressemblance de surface. Donc, par exemple, tout ce qui a une corne va dans la même catégorie. Alors, il considère que le toucan est un oiseau qui a une corne, donc il le classe dans la même catégorie que le rhinocéros, que le buffle, etc. Donc en fait, le système de classement de Svensson, on pourrait dire que c'est un système de classement en surface par affinité, ressemblance et similitude entre les êtres. Et ce qui réunit ces systèmes de classification qui nous paraissent un peu extravagants, celui de Kirby comme celui de Svensson, et ce qui donne leur dimension théologique, c'est le point suivant. La nature, c'est la création de Dieu, et la création de Dieu est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aujourd'hui dans la nature d'êtres ou de phénomènes qu'il n'y en avait le jour de la création. L'implicite, c'est que la nature n'a pas d'histoire. La nature n'évolue pas. Et c'est ce qui, précisément, provoquera l'altercation frontale avec les théories de l'évolution qui aboutiront au darwinisme des années 1840. Fondamentalement, pour ces théologiens protestants, si la création de Dieu est parfaite, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas être changée. Et donc, le monde que l'on contemple aujourd'hui, au début du XIXe siècle, est exactement le même que celui de la création originelle. À partir de ce moment-là, comment classer ? On ne classe pas par évolution. Les classifications du XIXe siècle sont des classifications évolutives, c'est-à-dire qu'elles pensent en fait la transformation des espèces au fil du temps. Mais pour des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'évolution, puisque si la nature se transforme, ça veut dire que le dessein de Dieu est amoindri, que la création n'était pas parfaite, eh bien, on est obligé de faire avec le monde tel qu'il est, et donc avec ses surfaces. Et donc, on retrouve des modes de classification qu'on a pu connaître par ailleurs au XIVe, au XVe et au XVIe siècle, c'est-à-dire de type analogiste, où on classe les phénomènes et les êtres donc par similitude d'apparence, puisque quand les choses se ressemblent, eh bien, c'est qu'elles obéissent aux mêmes lois ou qu'elles ont entre elles des relations particulières de sympathie, d'affinité. Et je trouve que c'est un moment particulièrement intéressant. On est dans les années 1800-1820, on est quelques décennies avant le triomphe du darwinisme et des classifications naturalistes contemporaines, et pourtant, une part importante du monde intellectuel européen eh bien, continue à penser la nature et à essayer de la classer et de la décrire dans des termes qui sont complètement différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre comme précurseurs de ce grand projet descriptif. Il y a à l'époque tout un pan de la pensée européenne qui, elle, s'intéresse à la description de la nature, mais moins sous l'angle de la science que sous l'angle de la dévotion, parce que ce qui fait que des révérends, des pasteurs comme Kirby ou Svensson s'attachent à décrire la nature, c'est parce que pour eux, la science n'est jamais dissociable de la dévotion, de la ferveur religieuse. Décrire la nature, c'est adorer la création, c'est faire acte de contemplation et de dévotion tout à la fois. Et dans cet entretemps où coexistent des rapports descriptifs à la nature, comme je viens de vous le dire très rapidement, très différents, eh bien, il y a une figure qu'on pourrait prendre comme une des figures de transition, c'est-à-dire une figure qui émerge de cette compétition des savoirs et qui va les reformuler, et c'est la figure de Goethe. Alors évidemment, on connaît surtout Goethe en histoire littéraire pour ses œuvres, à la fois romanesques et poétiques, mais Goethe, tout comme Alexandre de Humboldt, eh bien, incarne la figure de ces savants qui ne séparaient jamais les savoirs descriptifs et notamment les savoirs littéraires et poétiques
des savoirs naturalistes, des sciences exactes. Donc Goethe, c'est un poète, c'est le prince des poètes, mais c'est aussi un féru de sciences naturelles et c'est par exemple un passionné de minéralogie. La collection de minéraux de Goethe est l'une des plus importantes de l'Europe du XIXe siècle. La passion de Goethe pour la description naturaliste affleure d'ailleurs souvent dans sa poésie. Bon, à preuve, ce petit quatrain tiré de l'élégie de Marienbad. « Et vous, allez, le monde est ouvert devant vous, vaste est la terre, grand et sublime le ciel, observez, étudiez, rassemblez les détails, que la nature en vous balbutie son mystère. » Donc Goethe, passionné de minéralogie, passionné de botanique aussi. Et Goethe est l'auteur d'un certain nombre de textes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la pensée botanique, notamment son obsession de la question des formes primaires du monde végétal, à partir de quelles formes originelles se déploie la diversité végétale. Et c'est d'ailleurs, là en termes de théorie des métamorphoses, Goethe est un jalon extrêmement important dans l'histoire de la pensée européenne, puisque Goethe pense que la diversité des phénomènes vient en fait d'un certain nombre assez limité de formes primaires avec des lois de transformation, des lois de combinatoire. Donc il y a quelques formes essentielles du monde naturel, elles se combinent différemment pour produire des espèces, des phénomènes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, on peut à bon droit le considérer comme un des ancêtres du structuralisme, Lévi-Straussien. Lévi-Strauss avait une passion pour les travaux de Goethe, et les structuralistes d'aujourd'hui, comme Philippe Descola, sont en fait très proches de la pensée de Goethe sur les transformations du monde naturel. Alors, avec Goethe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage de transition dans cette période un peu confuse de l'histoire des savoirs naturalistes européens. Mais c'est surtout l'un de ceux qui, le premier, formule une sorte d'empirisme radical, c'est-à-dire que pour Goethe, s'il s'agit de décrire le monde naturel, eh bien, il faut décrire ce monde naturel dans ses propres termes, c'est-à-dire que c'est le phénomène qui est observé qui doit dicter les lois de sa description, et ça n'est pas le savant qui doit arriver avec une théorie et essayer de la valider en collectant, on pourrait dire, le détail des phénomènes. Donc il y a quelques phrases qui sont, de ce point de vue, assez saisissantes chez lui. Le véritable botaniste, donc c'est le deuxième petit paragraphe, ne sera touché ni de la beauté ni de l'utilité des plantes. Il examinera leur structure et leur rapport avec le reste du règne végétal. Semblable au soleil qui les éclaire et les fait germer, il doit les contempler toutes d'un œil impartial, les embrasser dans leur ensemble et prendre ses termes de comparaison, les données de son jugement, non pas en lui-même, dans une théorie préalable, mais dans le cercle des choses qu'il observe. Donc ça va donner, notamment dans ses maximes et réflexions, tout un ensemble de préceptes assez radicaux. Voilà, si vous cherchez une théorie de l'empirisme radical, on ne peut pas aller plus loin. Ne cherchons rien derrière les phénomènes, ils sont la théorie elle-même. Voilà, donc la description, l'art de la description tel que la pense Goethe et tel que la pensera juste après lui Humboldt, eh bien, ce n'est pas une description informée par une théorisation préalable. Autrement dit, ça n'est pas un regard porté sur la nature, au sens où lorsqu'on regarde, c'est qu'on a déjà choisi d'une certaine façon ce que l'on va voir, c'est véritablement une vision. C'est-à-dire que la nature, c'est dans le moment ou l'instant où on la contemple qu'elle nous donne en fait les lois qui la gouvernent. Il y a quelque chose de très intéressant chez Goethe aussi, c'est le moment où, dans sa propre expérience de la description du monde, d'une certaine manière entre en conflit son projet en tant que naturaliste, son projet de description du monde naturel, et sa capacité littéraire. C'est d'une certaine façon le moment où le savant et le poète s'affrontent en lui.
et ça aboutit à un échec complet de la description. Donc il y a un texte de Goethe qui est tout à fait étonnant, et ce sont des notes sur la traversée du Saint-Gothard, donc c'est dans les Alpes, il y a le col du Saint-Gothard, et Goethe entreprend une grande randonnée avec un ami, et puis ils arrivent au pied du col, et ils se trouvent tous les deux pris dans un orage terrible qui s'abat sur eux. Goethe se tourne vers son ami et lui dit « Regarde à quel point c'est beau, là la nature parle, alors, les éclairs, voilà, la pluie qui tombe à flot. » Et Goethe dit à son ami « Tu vois, c'est ça qu'il faudrait décrire. » Et son ami lui dit eh ben, « Écoute, c'est quand même, tu es le prince des poètes, tu es le maître des mots, vas-y, décris. » Et donc Goethe essaye de décrire dans l'instant cette scène un peu cataclysmique, l'orage de haute montagne, et ça donne ceci. Neige, rochers, nus et mousse et vent de tempête et nuages, le bruit de la chute d'eau, le tintement du mulet. C'est-à-dire que Goethe, qui est par ailleurs un maître du langage, qui est capable de produire une poésie à la syntaxe sophistiquée, lorsqu'il se fait naturaliste et qu'il souhaite saisir la nature dans ses propres termes, eh bien, renonce à toute syntaxe, renonce à tout ordonnancement, on pourrait dire, grammatical de la description, presque des mots-images qui s'imposent à lui. Voilà. Et je trouve que cette phrase, elle est par exemple extraordinaire. Neige, rocher, nu et mousse et vent de tempête. Le maître des mots, le prince des poètes de la République des lettres européennes, lorsqu'il se met à l'écoute de la nature, échoue à rendre par les mots ce qu'il voit. Goethe, c'est un personnage de transition aussi, parce qu'évidemment, à travers lui, c'est toute une école, un courant de pensée et un milieu intellectuel européen qui parle. Une scène, alors un peu mythifiée dans l'histoire des sciences, mais réellement importante, qui montre bien cela. Eh bien, c'est un déjeuner organisé à Iéna par Goethe en 1796, une espèce de déjeuner champêtre savant, auquel il va convier Schiller et les frères Humboldt. Donc Alexandre, le naturaliste voyageur, et Wilhelm de Humboldt, qui lui était un linguiste, un des pères d'ailleurs de la linguistique moderne. Cette image est intéressante puisqu'en fait, Goethe, Schiller et les frères Humboldt, chacun à leur manière, poursuivent cette interrogation sur ce qu'est une juste description du monde naturel. Juste au sens où elle est précise, elle est informée par la connaissance des lois qui gouvernent les phénomènes naturels, mais juste aussi parce qu'elle n'en fait pas trop, parce qu'elle ne met pas trop de mots sur les choses. Et donc, le deuxième personnage important dans cette histoire, ou dans l'histoire de ce moment de la pensée naturaliste européenne, c'est bien sûr Alexandre de Humboldt, alors qui fait l'objet ces 10 dernières années d'un regain d'intérêt public et éditorial conséquent. On n'a jamais autant republié de textes de Humboldt. Comme il a écrit plusieurs dizaines de milliers de pages, ça, pour les éditeurs, des années d'abondance qui s'annoncent. Humboldt, vous le savez probablement, c'est lui aussi un très grand voyageur, et ce sont en particulier ses voyages en Amérique du Sud, au Mexique et à Cuba, dans les années 1790, 1805, 1806, qui lui donnent la matière de son immense description en plusieurs volumes de tout ce que, en tant que naturaliste, il a croisé chemin faisant. Humboldt, c'est l'incarnation on pourrait dire, du savant issu du scientisme du XVIIIe siècle. Pour aller vite, c'est un mesureur fou. Donc, Humboldt est un grand voyageur, mais Humboldt se déplace avec une quantité impressionnante de malles qui contiennent à peu près tous les instruments de mesure dont on pouvait disposer à l'époque, des instruments extrêmement sophistiqués. Il les commandait à des artisans spécialisés à Genève. Et donc tout ce qui permettait de mesurer, c'est-à-dire de mesurer une altitude, de mesurer une hygrométrie, et même, je ne sais pas si je l'ai mis, non, malheureusement, et même par exemple un cyanomètre.
Le cyanomètre était un petit disque qui décrivait les différentes nuances de bleu du ciel, donc de bleu profond à bleu très clair, et qu'utilisaient les naturalistes en fait pour donner la couleur du ciel à l'instant T d'une observation. Donc Goethe mesurait absolument tout. Il arrivait quelque part, et voilà, hygrométrie, altitude, couleur du ciel, et après commençait la description des plantes, la description des minéraux, des roches affleurantes, etc. Humboldt, pardon. Voilà pourquoi il est souvent représenté, donc environné de l'ensemble de ces divers instruments de mesure, et c'était évidemment aussi par ailleurs un collecteur de plantes, de minéraux assez forcené. Là, on le voit avec son fidèle acolyte Bonpland. Il est de Bonpland, voyager généralement toujours ensemble. Et c'est à Goethe qu'on doit la formulation, alors rétrospective et finalement assez tardive, dans les années 1860, de cette immense entreprise descriptive, dont on devine les prémices avec Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, puisque dans Cosmos, alors Cosmos c'est une série d'ouvrages que Humboldt publie à partir de la fin des années 1850, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des ouvrages de vulgarisation. C'est des petits atlas d'histoire du monde naturel. Alors il y a un petit chapitre sur la physique, un petit chapitre sur la géologie, etc. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est la manière dont il décrit ce projet-là, dans une lettre à l'un de ses correspondants. J'ai la folle idée de décrire dans un seul et même ouvrage, d'un style vif et d'une forme attrayante, tout le monde physique, tout ce que nous savons, depuis les nébuleuses jusqu'à la géographie des mousses sur les rochers granitiques. Et voilà, on pourrait dire, le projet de la description totale du monde énoncé de la manière la plus pure qui soit. Il faut tout décrire, du plus petit, de l'infinitésimal jusqu'au plus grand, jusqu'au gigantesque, mais il faut tout décrire d'un seul tenant, Voilà. D'un seul tenant, et on pourrait dire, puisque l'entreprise est tout à la fois scientifique et littéraire, sans rupture de ton. Voilà. Une description qui capture, on pourrait dire une longue sentence, dans une même phrase, l'ensemble des présences naturelles, des lois qui gouvernent leurs interactions, du plus petit, c'est vraiment la mousse, le lichen sur le rocher, jusqu'au plus grand, les constellations astrales. Et ce qui est extraordinaire avec Humboldt, c'est qu'il énonce ce projet fou, mais il le met en œuvre. Il le met en œuvre, et lorsque vous lisez tel ou tel passage de son récit de voyage en Amérique du Sud et au Mexique et à Cuba, le voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, eh bien, ce régime de la description est littéralement mis en œuvre. Donc, je vais vous citer un extrait. Alors, c'est un petit peu long, mais parce que comme il y est question de tout, aussi bien des hommes que des plantes, des lianes que du gypse, et que c'est ça le projet, il faut prendre un morceau voilà, un petit peu conséquent. Nous arrivâmes le 3e jour aux missions Caribes du Cari. Donc, il remonte un fleuve dans la région de l'Orénoque, dans mon souvenir. Nous vîmes dans ces contrées le sol moins crevassé par la sécheresse que dans les llanos de Calabasso. Quelques ondées avaient ranimé la végétation, de petites graminées et surtout ces sensitives herbacées, si utiles pour engraisser le bétail à demi sauvage, formaient un gazon serré. À de grandes distances les uns des autres s'élevaient quelques troncs de palmiers à éventail, Corypha tectorum, de Rhopala et de Malpighia à feuilles coriaces et lustrées. Nous trouvâmes plus de 500 Caribes, des Indiens Caribes, dans le village de Cari. Je n'ai vu nulle part une race d'hommes plus élancée, de 5 pieds 6 pouces à 5 pieds 10 pouces, et de stature plus colossale. Les hommes, et cela est assez commun en Amérique, sont plus couverts que les femmes. Celles-ci ne portent que le guaruco ou perisoma en forme de bandelette. Les hommes ont tous le bas du corps jusqu'aux hanches enveloppé d'un morceau de toile bleu foncé, presque noir. Le grès rouge, renfermant quelques débris de bois fossiles de la famille des monocotylédonés, se découvre partout dans les steppes de Calabasso. Plus à l'est, des roches calcaires et gypseuses lui sont superposées et le dérobent à la recherche du géologue. Le gypse marneux,
dont nous avons ramassé des échantillons près de la mission Caribe de Cachipo, m'a paru appartenir à la même formation que le gypse d'Ortiz. Pour le classer selon le type des formations européennes, je le rangerai parmi les gypses souvent muriatifères qui recouvrent la pierre calcaire alpine. Voilà. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est évidemment à la fois la précision du vocabulaire, des lexiques de la description naturaliste, mais c'est le fait que tous les êtres sont traités à même hauteur de ton, que le récit accorde la même importance et la même présence narrative aux êtres humains, les Indiens caribes, aux roches, le gypse, aux éléments végétaux, tels palmiers. Et il y a comme ça, chez Humboldt, un talent extraordinaire pour faire exister chaque phénomène, chaque être croisé, littéralement à même hauteur de casse, on pourrait dire, dans le récit. C'est un récit qui ne hiérarchise pas par avance les êtres qu'il décrit. Et donc l'homme, bien sûr, n'est qu'un être parmi les êtres, voire qu'une chose parmi les choses, dans la description telle que Humboldt essaye de la pratiquer. Ce qui est intéressant chez Humboldt aussi, c'est qu'il s'est énormément posé la question de savoir comment décrire au plus juste. Dans ce pari de la description, pour lui, tous les moyens sont bons. Donc les images, le dessin, la gravure, aussi bien que les mots. Et dans ce dessin extrêmement connu, qui est une sorte de coupe du volcan Chimborazo, un haut pic dont il est l'un des premiers à faire l'ascension, et bien justement, les deux registres descriptifs, par le dessin, par l'image et par les mots, eh bien, sont associés. Et Humboldt le voulait comme cela, puisqu'il voulait à la fois donner le sens ou le sentiment du paysage naturel, de ce que cette forme de végétation produisait comme espace d'ensemble, et donner le détail, évidemment, de chacune des plantes. C'est là où vous voyez quand même, c'est-à-dire que l'ascension du Chimborazo avec Humboldt, ça a dû prendre quand même du temps, parce qu'à chaque étage, à chaque étape, il décrit toutes les plantes que l'on voit. Donc vous avez ici l'ensemble des noms, des différentes plantes qui poussent et qu'il a minutieusement répertoriées. Mais c'est une très belle image parce qu'elle montre, elle aussi, d'une certaine façon, le côté à la fois merveilleux et impossible de ce projet de description. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'image pour vraiment prendre la mesure de la végétation comme paysage, comme environnement, et puis les mots, évidemment, pour inventorier les espèces. Le problème, c'est qu'en fait, si l'œil arrive à embrasser les deux régimes de description, l'esprit y parvient beaucoup moins bien. Et soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Donc en fait, dans ce dessin qui essaye de rassembler et d'unir les deux régimes de description, eh bien, preuve est faite que l'on ne peut que passer de l'un à l'autre. Et évidemment, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, on perd un peu de l'un ou un peu de l'autre. Alors, toujours sous la rubrique de la passion de la description chez les naturalistes de cette époque, les naturalistes rencontrent aussi des problèmes pratiques. Et le grand problème des naturalistes, d'autant plus qu'ils sont voyageurs, donc ils décrivent in situ les nouvelles espèces qu'ils découvrent, eh bien, c'est qu'ils doivent les décrire au plus juste, mais les décrire d'une façon qui fait que leurs collègues naturalistes, lorsqu'ils rencontreront le même phénomène, le même insecte, la même plante ailleurs, puissent être sûrs qu'il s'agit bien de la même plante. Et par exemple, lorsque vous décrivez un scarabée, que vous décrivez les couleurs de ses élytres, de sa carapace, eh bien, il faut être sûr que vous utilisiez la même nuance de couleur pour que le collègue qui viendra après dise « oui, c'est bien tel scarabée, il est bien bleu cyan sur le dessus, avec des ocelles vert émeraude, etc. » Mais pour faire ça, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un fasse un nuancier, c'est-à-dire établisse en fait un nuancier, puisqu'il n'y a pas de nuancier naturel. Ce que vous allez décrire comme un jaune comme ceci, quelqu'un d'autre le décrira plutôt comme un jaune comme cela. Et donc, il y a deux spécialistes, Werner et Syme, qui sont par ailleurs des gens issus de l'école des mines, passionnés de minéralogie et correspondants de Goethe, minéralogiste. C'est un tout petit monde intellectuel,
qui vont en fait créer un herbier pour les naturalistes voyageurs. Voilà. Et tous les naturalistes voyageurs vont utiliser en fait la nomenclature des couleurs de Werner et Syme comme une espèce de standard qui permet justement la comparaison des descriptions. Et c'est par exemple ce nuancier de Werner et Syme, eh bien, on pourrait dire le code des couleurs qu'utilise Darwin lors de ses propres voyages. Donc Darwin voyageant à bord du Beagle, lorsqu'il décrit ce qu'il voit, eh bien, se réfère aux couleurs telles qu'elles sont répertoriées dans le nuancier de Werner et de Syme. Donc ça, c'est un petit extrait de son journal de bord, hein, lorsqu'il voyage à bord du Beagle. « J'ai été frappé par la magnifique couleur de la mer telle que vue à travers les fentes d'un chapeau de paille. Elle était, selon la nomenclature de Werner, indigo avec un peu de bleu azur, tandis que le ciel, à ce moment-là, était d'un bleu de Berlin, mêlé d'un peu d'ultramarine. Aujourd'hui, 28 du mois, la couleur de la mer a changé. Elle est parfois bleu indigo sombre et très verte le soir. » Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même dans son journal de bord, qui n'était pas destiné à être publié, eh bien, Darwin continue à utiliser le nuancier de Werner et de Syme, qu'il utilise par ailleurs lorsqu'il décrit les scarabées, les coléoptères qu'il collecte, ou les oiseaux d'ailleurs dont il souhaite faire la description. Cette réflexion sur la description par les mots et ses limites, la description par l'image, le dessin, la gravure et ses limites, on la trouve au cœur d'une correspondance que Humboldt a entretenue avec un peintre, Carl Gustav Carus. Alors un peintre un peu étrange, parce que d'abord c'était un médecin, c'était le médecin attitré de la maison de Saxe en Allemagne, c'était un passionné de botanique et de minéralogie lui aussi, et par ailleurs c'était un peintre naturaliste. Et ce sont des personnages qui conjoignent en fait des domaines de compétences et de savoir qui aujourd'hui sont totalement disjoints. Voilà. Aujourd'hui, être botaniste et peintre, ce n'est pas forcément sur un CV du CNRS quelque chose qui est particulièrement légitime. Mais à l'époque, des gens comme Carus donc, se passionnent pour la médecine. Il va d'ailleurs écrire un petit traité d'anatomie des insectes, où il soigne sa famille royale pour lui assurer un confort matériel minimal. Mais le week-end, il se fait peintre paysagiste, il va poser son chevalet dans la nature, et il tirera de cette expérience de peinture un ensemble de thèses extrêmement célèbres dans l'histoire de la peinture européenne, qui sont les lettres sur la peinture de paysage, publiées en 1835. Il y dit notamment ceci: « Tout aspect de la vie de la terre, même le plus paisible et le plus simple, est un digne et bel objet de l'art, à condition que l'on saisisse exactement son sens propre et l'idée divine qu'il cache en lui-même. Le coin de forêt le plus tranquille, avec toute la diversité de sa végétation, le tertre vert le plus simple, avec ses plantes gracieuses, vues dans le bleu de l'horizon et sous l'azur du ciel, fourniront l'image la plus belle de la vie de la terre. » C'est cette notion d'image de la vie de la terre. En fait, ce qu'il faut entendre dans le texte de Carus, c'est très exactement ce que disait Goethe, saisir les choses par elles-mêmes et en elles-mêmes, et pas à travers le regard que préalablement on décide de porter sur elles, à condition que l'on saisisse exactement son sens propre, le sens propre de la nature. Il dit ailleurs que le peintre doit en fait connaître, y compris en termes scientifiques, ce que sont les lois des mouvements du monde naturel, pour arriver à figer sur la toile quelque chose qui soit une idée juste de ça. Alors en fait, Carus s'initie à la peinture de paysage sous la houlette d'un autre peintre, Caspar Friedrich, alors qui lui appartient beaucoup plus à la tradition romantique, mystique allemande. Friedrich était un mystique un peu exalté. Mais Friedrich était aussi un passionné du détail dans la peinture de paysage. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on appelle cette école de la peinture de paysage allemand, alors qu'en vérité, c'est la première qui a disloqué l'idée de paysage, en essayant de peindre des êtres et des présences naturelles, notamment des arbres, beaucoup plus que des forêts, on pourrait dire. Donc chez Friedrich, comme chez Carus, on a affaire à des portraits d'arbres
et pas à des paysages de forêt. Et Friedrich, en tout cas, a cette phrase extraordinaire, parce qu'un jour, on lui dit, voilà, en fait, ce que tu fais, c'est retrouver, à travers ta peinture, la beauté de Dieu dans le monde, etc. Et Friedrich, qui était aussi un mystique, mais très terre-à-terre en tant que peintre, répond, bah oui, j'ai souvent vu Dieu, je l'ai rencontré un jour au milieu des roseaux. Voilà, il était là, dans le détail de ce roseau que j'ai peint ce jour-là. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'était la peinture de Carus, qui, par ailleurs, se retranchait des mois durant dans une petite maison de campagne, dans une province allemande éloignée pour peindre uniquement. Voilà là, quelques exemples de ces, on pourrait dire, portraits naturels. Alors là, on a déjà plus complètement la forêt, mais on a une silhouette d'arbre. Et puis alors, chez Carus, ça va plus loin, parce que enfin, moi, c'est des tableaux qui me fascinent. C'est-à-dire que ça, c'est littéralement le portrait du Noré par Carus. Voilà. Alors d'abord, ça n'est pas tellement noble dans la peinture naturaliste, c'est juste un petit entrelac d'arbustes à l'orée d'une forêt. Donc d'une certaine manière, il n'y a plus tellement l'idée de l'objet noble dans la peinture de paysage. L'idée, c'est vraiment de saisir un instant de la vie végétale. Et par ailleurs, ce qui est toujours aussi assez frappant chez lui, c'est que il y a vraiment une individualisation à chaque fois. C'est pas n'importe quel arbre, c'est tel arbre à tel moment. Moi, ça m'avait en fait. Alors, vous voyez pas? Ah, si, voilà. Parce que l'année dernière, il y a eu au Petit Palais l'exposition d'un peintre suédois, Bruno Lilfors, et on m'avait invité à donner une conférence sur le détail du monde. Et en visitant l'exposition, eh bien, je suis tombé sur ce tableau de Lilfors, donc qui est beaucoup plus tardif que celui de Carus, mais qui m'a immédiatement rappelé en fait Carus, quoi, dans le côté non noble de l'objet. Et puis, eh bien, c'est un arbre, mais c'est un arbre, c'est cet arbre-là. Ça n'est pas n'importe quel arbre. Enfin, voilà. Je vais vite, mais parce que évidemment, il faut que je conclue. Donc cette folle idée de Humboldt, qui est l'autre nom de ce rêve ou de ce projet fou de la description naturaliste du premier 19e siècle européen, eh bien c'est un rêve qui va s'étioler parce que ces conditions de possibilité, ces conditions même de pensée vont disparaître. Et je vous l'ai dit, des gens comme Humboldt, encore un peu Darwin et Wallace, eh bien, sont des gens qu'on appelle des savants universels parce qu'ils sont d'un même mouvement, des praticiens des arts littéraires et picturaux de la description et des praticiens des sciences naturelles, de minéralogie, de botanique, etc. Ce sont les derniers savants universels. Parce que la spécialisation des savoirs, qui s'accélère à partir des années 1880, qui va culminer dans les années 1920, va disjoindre complètement ces domaines de savoir. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, faire une fac de lettres et faire une fac de biologie, en même temps, alors c'est peut-être théoriquement possible, mais ça ne sera pas reconnu comme une formation scientifique à part entière. Eh bien, jusque dans les années 1880, l'Europe intellectuelle, l'Europe naturaliste, a vécu dans cette idée-là. Il fallait être aussi bon poète et écrivain que botaniste et géologue pour pouvoir se piquer de décrire la nature. Et cet éclatement des savoirs, cette spécialisation des savoirs, eh bien, rend caduque en fait le projet de description d'un Humboldt ou même d'ailleurs encore d'un Darwin à bord du Beagle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste pas, on pourrait dire, un écho ou quelques filaments brisés de ce projet-là. Et c'est quelque chose même, cette espèce de rêve d'une description immédiate, totale de la nature, dans ses lois comme dans ses détails, qui va hanter la pensée européenne, à travers des expressions poétiques, littéraires, etc. Donc on va trouver, on pourrait dire, des traces du rêve de Humboldt, mais ténues. Dans la poésie de Rilke, par exemple, et ça n'est pas un hasard, puisque derrière Rilke, on retrouvera
les grands ancêtres poétiques que sont Novalis, Hölderlin, qui ont fait partie du cercle d'Iéna, qui ont correspondu aussi avec Goethe. Donc on retrouve tout un monde, et par exemple, il y a un texte tout à fait stupéfiant de Rilke qui s'appelle « Sur le paysage », qui est d'ailleurs peut-être une espèce de réponse à distance très consciente aux lettres sur la peinture de paysage de Carus, dans lequel Rilke dit « Il fallut donc commencer par écarter de soi les choses pour devenir capable par la suite de s'approcher d'elles de façon plus équitable et plus sereine, avec moins de familiarité et un recul respectueux. Car on ne commençait à comprendre la nature qu'à l'instant où l'on ne la comprenait plus, lorsqu'on sentait qu'elle était autre chose, cette réalité qui ne prend pas part. » Et on retrouve cette idée que décrire la nature dans ses propres termes, eh bien, c'est accepter qu'elle ne se soumette pas à ce qu'elle provoque en nous, qu'il s'agisse d'une émotion ou d'une théorie. Donc il faut d'abord admettre qu'elle ne prend pas part, que nous ne pouvons pas, d'une certaine façon, être en empathie avec elle pour la considérer dans ce qu'elle est vraiment et s'approcher d'elle pour la décrire. Il faut d'abord, d'une certaine façon, s'en déprendre pour la comprendre. On s'enfonçait dans le grand calme des choses, on sentait leur existence prendre forme de loi, sans attente et sans impatience. Et les animaux allaient et venaient parmi elles, calmes, supportant comme elles le jour et la nuit, obéissant aux mêmes lois. Et lorsque l'homme, plus tard, entrait dans ce milieu, pâtre, paysan, ou même seulement figure dans la profondeur du tableau, il avait perdu toute présomption et l'on voyait qu'il ne voulait être rien de plus qu'une chose. L'homme, une chose parmi les choses. Ce qui est exactement le programme de la description d'un Humboldt lorsqu'il fait voisiner les Indiens caribes à même hauteur de ton avec le gypse ou l'épiphyte. On retrouvera évidemment quelque chose de la survivance de ce projet, d'écrire les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Par exemple, vous le savez, dans la poésie d'un Francis Ponge, dans le parti pris des choses. Ponge est c'est tout à la fois le vrai chemin et toujours une fausse piste, c'est-à-dire que Ponge n'est dupe ni des choses ni des mots, c'est-à-dire qu'il y a chez Ponge un jeu avec le langage pour le plaisir du jeu avec le langage, mais il y a aussi un vrai projet de description, et de description de quoi? D'autres choses que les hommes. Il y a un texte célèbre de Ponge où il a publié le parti pris des choses, et il dit, ben voilà, on me demande tout le temps pourquoi vous préférez décrire la crevette ou l'éponge plutôt qu'une scène de vie sociale, etc. Et il dit, mais parce que j'en ai marre de l'homme. L'homme est partout. Et Ponge a raison, puisque dans les années 30, l'homme envahit en vérité tous les champs de savoir. Tous les savoirs se réorganisent par rapport à l'homme. L'homme lui-même devient un objet central des savoirs, psychologie, sociologie, nouvelle histoire. Et Ponge fait partie de ceux qui, dans les années 1930, d'une certaine façon, anticipent le danger de ce sursaut d'anthropocentrisme. Et donc Ponge dit, évidemment, je m'amuse avec les mots, mais c'est aussi que j'en ai marre de l'homme. Voilà, j'en ai marre de l'homme, il prend toute la place, on m'en rebat les oreilles, il dit dans ce texte-là. Il y a d'autres moments comme ça. Bon, voilà. Et alors, pour finir sur Ponge, ce sera la conclusion. Donc en fait, pour des raisons, alors après d'amitié politique, intellectuelle, Ponge entretient pendant des années une correspondance avec Camus. Camus, ayant reçu la première édition du Parti pris des choses, donc cette petite série de poèmes où Ponge décrit des êtres isolés, donc c'est la crevette au gros du roi. Eh bien, Albert Camus, pensant faire plaisir à son ami, lui écrit ceci à propos de sa poésie. « Je pense que le parti pris est une œuvre absurde à l'état pur. Je veux dire celle qui naît, conclusion autant qu'illustration, à l'extrémité d'une philosophie de la non-signification du monde. Elle décrit parce qu'elle échoue. Vous faites accepter le mutisme
par une science prestigieuse du langage. Pour ma part, je rêve d'une philosophie du minéral, ou de prolégomène à une métaphysique de l'arbre, ou à un essai sur les attributs de la chose. Voilà. Léger malentendu et réponse de Ponge. Bien entendu, le monde est absurde. Bien entendu, la non-signification du monde. Mais qu'y a-t-il là de tragique ? J'ôterai volontiers à l'absurde son coefficient de tragique. À ce propos, je peux dire que cela m'agace un peu, cette façon de me lancer l'homme dans les jambes. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi l'homme est en réalité le contraire de mon sujet. En gros, voici, si j'ai un dessin caché, second, ce n'est évidemment pas de décrire la coccinelle ou le poireau ou l'édredon, mais c'est surtout de ne pas décrire l'homme. Parce que, petit 1, l'on nous en rebat un peu trop les oreilles, petit 2, etc., la même chose à l'infini. Voilà. Voilà peut-être dans cet échange, eh bien, l'un des derniers échos de cette pensée et de ce projet naturaliste, où l'idée est bien de décrire la nature en elle-même et pas de faire jouer à la nature, au monde naturel, dans quelque système philosophique que ce soit, eh bien, un rôle qui en vérité n'a à voir qu'avec l'homme. Voilà, je trouve que c'est un magnifique malentendu que celui-ci. Voilà.